I had a teacher. I had a teacher. On a vu que lors de l'interrogatoire de Jean-Pierre Grumbach, l'officier chargé de cette procédure avait noté que, d'après une information parvenue à l'interroger pendant son séjour à Barcelone, Jacques Grumbach aurait franchi la frontière et aurait eu une crise cardiaque en Espagne. Or, si le frère de Jean-Pierre Grumbach, dit Melville, est effectivement mort à la date de cet interrogatoire, ce n'est pas par suite d'une crise cardiaque, et ce n'est pas en Espagne. On peut d'ailleurs se demander pourquoi les deux frères, qui, à Marseille, avaient cherché de concert sans succès un moyen de quitter la France, ne se sont pas lancés ensemble dans la traversée des Pyrénées. Comme souvent, il semble que les circonstances de l'évasion de Jacques, comme dans une mesure un peu moindre celle de l'évasion de Jean-Pierre, relèvent très largement de l'improvisation et du hasard. Si elles nous sont connues, partiellement, c'est d'abord à travers le récit qu'en fait Pierre Dreyfus-Schmitt dans un livre publié en 1955 et intitulé Captivités et évasions. Conseiller général et maire radical de Belfort, ami des deux frères Grumbach et réfugié comme eux dans le sud-ouest, Dreyfus-Schmitt, dont une première tentative a échoué quelques semaines auparavant, est à la recherche d'une nouvelle opportunité lorsque, vers la fin du mois de novembre 1942, à Toulouse, il tombe par hasard sur Jacques Grumbach. Grand et fort, écrit-il de ce dernier, son aspect physique est malheureusement démenti par une affection cardiaque, outre qu'une myopie prononcée l'oblige à porter d'épaisses lunettes. Les deux amis, auxquels se joindront 3 autres personnes, décident alors de faire cause commune et de se retrouver tous les jours dans le même café toulousain pour faire le point. Le 24 novembre, vers 10 heures du matin, dit-on dans le récit de Dreyfus-Schmitt, Jacques arrive au rendez-vous quotidien et nous annonce tout de go « Nous partons ce soir ». Ayant exigé de rencontrer auparavant le contact de Jacques, Dreyfus-Schmitt se retrouve face à un Espagnol, vraisemblablement rouge, accompagné d'une jeune femme très fardée, qui fixe à 35 000 francs par personne le prix à payer pour une marche de 14 heures environ, assure-t-il, avec en cours de route plusieurs arrêts prévus dans des refuges et 2 guides. Ni l'allure du contact, ni le maquillage excessif de sa compagne, ou la somme également excessive qu'il exige, n'inspirent confiance à Dreyfus-Schmitt, qui observe judicieusement que plus les exigences des guides sont grandes, moins on doit avoir confiance en eux. Mais Jacques Grumbach, de son côté, s'emporte à l'idée de laisser passer une telle occasion. Et le soir même, conformément à sa volonté, lui-même, Pierre Dreyfus-Schmitt, le frère de ce dernier et 2 de leurs amis, embarquent à Toulouse, à bord d'un train dont ils descendront quelques heures plus tard à Ussat, une petite ville thermale de l'Ariège. Le groupe y opère sa jonction avec les 2 guides promis par l'intermédiaire toulousain, accompagnés d'un sujet britannique répondant par défaut au nom de John et dont on ne saura rien de plus. À partir du moment où la petite troupe s'ébranle, en pleine nuit, les 2 guides font preuve d'un caractère peu amène. L'un des 2 vide brutalement, pour les éparpiller dans un fourré, les livres, une véritable bibliothèque, écrit Dreyfus-Schmitt, dont Jacques Grumbach, ignorant les conditions qu'il allait devoir affronter, a rempli son sac, tandis que l'autre, s'adressant à ses clients à l'occasion d'une première halte, les avertit qu'il n'a pas l'intention de crever pour eux dans la montagne. Et ces amabilités sont accompagnées de pressantes demandes d'argent, bien au-delà des sommes convenues au préalable à Toulouse. Je commence à regarder de travers ce petit bonhomme Rabelais, écrit Dreyfus-Schmitt, à propos de celui des 2 guides apparaissant comme le chef, qui dit s'appeler Cabrère et qui semble aussi peu sensible à la fatigue que peu enclin à se laisser attendrir par le piteux état physique où nous nous trouvons. Dès les premières étapes de cette marche, Jacques Grumbach, même délesté de sa bibliothèque, n'a suivi qu'avec peine, et il n'est plus en vue lorsqu'au début de la 2e nuit, le reste de la troupe s'étant regroupé, s'accorde un moment de repos. À la demande de Pierre Dreyfus-Schmitt, s'il faut en croire le récit de ce dernier, Lazare Cabrero, ainsi que se nomme en réalité le petit bonhomme Rabelais, retourne sur ses pas, muni d'une lampe torche, à la recherche du retardataire, mais il revient au bout d'1 heure sans l'avoir retrouvé. Puis la lune se lève, le froid se fait plus vif, la marche reprend, ponctuée de chutes plus ou moins douloureuses et de franchissements de ruisseaux dans l'eau glacée, jusqu'à ce que le groupe, avant l'aube, atteigne une cabane qui, à défaut d'être accueillante ou confortable, dispose au moins d'une porte
et d'une cheminée. Jacques Grumbach n'ayant toujours pas reparu, Cabrero de nouveau part à sa recherche, sans plus de succès que la fois précédente. C'est seulement alors, écrit encore Dreyfus Schmitt, qu'il aperçoit la crosse d'un pistolet dépassant de la poche du passeur. À mon avis, et bien qu'il n'en convienne pas explicitement dans son récit, du moment où il remarque ce détail, Dreyfus Schmitt sait à quoi s'en tenir sur le sort de Jacques, ou du moins doit-il le pressentir. Quelques heures plus tard, dans le cours de cette seconde journée de marche, le groupe atteint le port de Siguerre, ou un col que Dreyfus Schmitt identifie comme le port de Siguerre, marqué d'une grande croix dont on ne voit plus trace aujourd'hui, au moins sur les images disponibles sur Internet, soit que Dreyfus Schmitt ait pris pour le col de Siguerre un autre col, à l'instar de Théodore Frankel, ne sachant plus s'il a passé par celui de Siguerre ou celui de Fontargente, soit qu'entre-temps des mécréants aient concassé la croix rageusement pour en faire ce grand cairn dont il semble que seul, de nos jours, il marque le port de Siguerre. À partir de là, dans la relative sécurité de l'Andorre, à l'époque un véritable nid d'espions, de contrebandiers et d'autres personnages diversement romanesques, le groupe peine pour rejoindre le village de la Cortinada, où le lendemain de leur arrivée, Cabrero, dont ils n'ont pas encore réussi à se débarrasser, leur assurera que des passeurs de rencontres lui ont confié avoir croisé la veille Jacques Grumbach en train de se diriger vers la France. J'ose à peine y croire, écrit Dreyfus Schmitt, dont il est vraisemblable qu'il n'y a cru, comme nous l'aurions fait à sa place, que dans la mesure où cette hypothèse était la plus accommodante, et la seule qui permit au reste du groupe de poursuivre sa route sans regarder en arrière. Route encore semée d'embûches, cependant, émaillée de séjours plus ou moins longs dans divers établissements carcéraux, le vieux séminaire de Lérida, la prison modèle de Saragosse ou le camp de Miranda, jusqu'à ce que le 5 mai, plus de 5 mois après leur départ de Toulouse vers Ussat, Pierre Dreyfus Schmitt et ses compagnons embarquent à Gibraltar sur le gouverneur général Lépine, à destination de Casablanca.